Nous entamons la deuxième et toute dernière semaine de la COP 23. De quoi retourneront exactement les discussions cette semaine? La question a intéressé M. Baini Marama, président de la COP 23. L'invité de Terre à Terre Bénin éclaire nos lanternes à ce propos. Aïssatou Diouf, merci d'avoir accepté l'invitation de Terre à Terre Bénin. Vous êtes membre de la coordination du réseau Climat et Développement, un réseau qui a 10 années d'expérience dans les négociations à la COP. Alors dites-nous, cette semaine, qu'est-ce qui va se passer concrètement en termes de négociations à la COP 23? Alors, nous sommes déjà à la deuxième semaine des négociations, qui est la semaine la plus politique, où on va normalement arriver à avoir des décisions plus concrètes, qui verra également le haut segment, donc la présence des ministres et des chefs d'État, qui devrait permettre également d'avancer sur les sujets sur lesquels les négociateurs n'ont pas pu avancer pendant la première semaine. N'oublions pas que ce sont les États qui s'engagent et qu'il est normal donc lors de la deuxième semaine que ces chefs de gouvernement, ces ministres et les chefs d'État puissent aider à avancer sur les sujets sur lesquels on n'a pas suffisamment avancé lors de la deuxième semaine. Comme vous le savez également, cette COP 23, c'est une COP très technique. Comme on l'appelle, ce n'est pas une COP politique comme on l'a vécu à Paris où il fallait avoir un accord. Là, on est dans un autre processus où il faut définir les cadres pour la mise en œuvre de l'accord de Paris au niveau des pays. Et c'est un processus qui devra également aboutir en 2018 avec ce qu'on appelle le dialogue de facilitation, donc le dialogue de Talanoa. Mais cette COP 23 devrait permettre de définir les contours de cette implémentation-là, donc dès 2018. Donc il est important que cette semaine-là, les négociateurs puissent fixer les grandes lignes qui vont permettre d'aller vers ce dialogue de facilitation en 2018 et d'avancer sur également des sujets clés, l'adaptation, la question du financement. On en parle très peu au niveau de cette COP alors que c'est l'une des priorités pour les pays en développement. Oui, mais justement, quelles sont les armes des pays en développement pour pouvoir permettre que ça avance? Parce que l'année dernière déjà à Marrakech, il y a Tossi Panou qui nous disait que voilà, c'est toujours très difficile d'aborder cette question des finances. Quelles sont les armes des Africains sur cette question-là? Mais c'est de définir et de partager ce qui se passe au niveau local en fait. Les impacts sont déjà là et que de rappeler aux pays développés qu'ils ont pris des engagements de mettre sur la table 100 milliards de dollars et qu'ils ont réaffirmé leur volonté de mettre à disposition ces 100 milliards de dollars là d'ici 2020. Donc je pense qu'aujourd'hui il faudrait que les négociateurs africains et des pays en développement rappellent que maintenant il faut qu'on y aille, qu'on n'a plus de temps, il faut agir, il faut mettre sur la table des financements et qu'il faudrait également au-delà de ces financements-là avoir une feuille de route claire qui nous permet de voir et d'avoir une lisibilité globale et de se dire est-ce que les États sont en train d'évoluer pour atteindre ces 100 milliards de dollars-là. Oui, mais les pays africains eux-mêmes ne peuvent-ils pas mobiliser des ressources internes pour contribuer quand même au respect des engagements pris des deux parties? Mais en fait, je pense qu'on ne dit pas assez, mais les pays africains le font déjà. Si on regarde les budgets de nos pays, il y a une partie considérable qui va aux questions climatiques. Quand il y a des risques naturels, quand il y a des catastrophes naturelles au niveau de nos pays, des inondations, etc., les pays africains n'attendent pas l'aide internationale. Ils sont obligés de mettre déjà de l'argent pour faire face aux besoins les plus urgents avant de demander l'aide internationale. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la planification du développement de nos pays, ces questions-là, on les retrouve de plus en plus. Mais il faut rappeler que la Convention, également dans son article 4, je pense, rappelle la responsabilité historique donc, des pays développés. Donc c'est à ces pays-là qui ont causé ce réchauffement climatique d'appuyer les pays en développement pour y faire face. C'est une question de justice sociale, c'est une question d'équité, c'est une question de justice climatique. Donc le changement climatique et la lutte contre le changement climatique coûtent excessivement cher. Les budgets de nos pays ne peuvent pas les supporter. Donc il est normal aujourd'hui que dans le cadre de ces négociations-là, qu'on demande et qu'on rappelle encore aux pays développés leurs engagements. Quelle est la part du réseau climat et développement dont vous êtes membre du comité de coordination? Quelle sera votre part dans les négociations cette semaine puisque vous avez une expérience en la matière? Alors le réseau climat et développement, nous sommes présents dans plus de 22 pays africains, on est plus de 75 organisations. Nous travaillons au niveau local mais également dans le cadre des plaidoyers. Donc nous cette semaine nous allons être très actifs à travailler avec les négociateurs africains sur les sujets clés, nous rappeler quelles sont nos priorités
priorités, quelles sont les priorités des communautés locales, quelles sont les attentes des communautés qui nous attendent chez nous, et essayer de les appuyer pour que les négociateurs puissent pousser sur ces problématiques-là. Il y a la question des pertes et dommages où on n'arrive pas à stabiliser un mécanisme et des financements, à stabiliser plutôt des financements. Il y a la question des financements climatiques sur les 100 milliards sur lesquels nous sommes en train de faire le plaidoyer avec les négociateurs, avec le président du groupe Afrique, etc. pour que les négociateurs affirment davantage que ce sont nos priorités et qu'il nous faut avancer sur ces sujets-là ici, à la COP23. On ne peut pas chaque année repousser l'échéance à une prochaine COP. À un moment donné, il faudrait prendre des engagements et poser des actions concrètes. Et c'est ce que nous attendons d'eux. Donc nous avons une semaine de plaidoyer intense avec les négociateurs, avec les ministres qui vont venir, échanger avec ces ministres-là pour que ces ministres puissent porter également nos attentes, nos recommandations et nos priorités. Aïssatou Diouf, comme on le dit en fidjien, Vinaka, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir éclairé nos lanternes quant à tout ce qui sera fait et dit ici à la COP 23 cette semaine, la deuxième et la toute dernière. Eh bien, bonne négociation à vous. Merci et bonne suite également à vous. Je pense que c'est important que les journalistes africains s'intéressent aux questions climatiques parce que c'est une réalité qui risque d'influer sur le développement du continent et je pense que c'est votre rôle également de sensibiliser les communautés pour qu'elles puissent comprendre davantage de quoi il s'agit et comment renforcer leur résilience. Donc nous vous remercions.